Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct donc, de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Comment sauver notre souveraineté alimentaire? On va en débattre justement avec Charles Titzensoul. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes député Renaissance du Bas-Rhin. À vos côtés, Stéphane Linou. Bonjour. Expert du CNAM pour la sécurité défense. Rodrigo Arenas, bonjour. Bonjour. Député LFI NUPES de Paris. Exactement. Et juste à ma droite, Bénédicte Martin. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du Conseil régional, Région Sud. Alors, vous avez publié un rapport sur la souveraineté alimentaire. Pourquoi déjà? Avant de dire ce qu'on va y trouver, pourquoi? Pourquoi? C'est en fait une démarche qui a commencé il y a plus d'un an, à la fin de l'année 2022, au début de la législature. Moi, j'ai proposé à ce qu'on travaille sur cette question de la souveraineté alimentaire parce qu'on avait vu lors de la crise du Covid et surtout de la guerre en Ukraine qu'on se posait nouveau la question en Europe. Qu'est-ce qui se passe si on n'arrive plus à s'approvisionner en nourriture? Et donc, avec Rodrigo Arenas, député d'opposition, on a travaillé tous les deux sur cette question de savoir est-ce qu'en fait l'Europe est en capacité de nourrir ou non ses concitoyens, les Européens. Et la réponse a été que globalement oui, même s'il y a des fragilités, j'imagine qu'on va en rediscuter. Exactement. Alors, oui, on est capable. Déjà, on va voir le côté positif. Réellement, on est capable? Disons qu'aujourd'hui, la France, elle est en mesure de produire suffisamment d'alimentation pour sa population. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des fragilités. Notamment, si on parle de souveraineté, on n'a pas de prise aujourd'hui sur les marchés mondiaux, par exemple, sur les bourses de Chicago ou d'autres, qui font que la question des prix est un vrai problème, notamment pour accompagner ou soutenir le modèle agricole français. Et aussi, on a un problème de souveraineté, notamment sur les fertilisants, puisque l'essentiel des produits, des matières premières qui sont nécessaires pour doper les sols, parce qu'il y a un problème d'appauvrissement des sols en France et en Europe, ça c'est une réalité, eh bien, proviennent de pays partenaires comme le Maroc, par exemple, et qui, si nous n'avons pas des bonnes relations avec eux, eh ben, ça peut poser un problème à la France, évidemment, mais à l'échelle internationale, évidemment. Mais les fragilités, elles l'emportent peut-être sur la réalité, parce qu'il suffit qu'on ait des fragilités pour qu'en temps de guerre, par exemple, ça ne fonctionne plus. Oui, alors la question c'est qu'est-ce qu'on entend... C'est le maillon faible. Oui, enfin la question notamment dans votre débat, c'est qu'est-ce qu'on entend derrière sauver. Moi je pense que sur ce sujet de la souveraineté alimentaire, il faut être réaliste. Il ne faut pas non plus faire peur aux Européens et aux Français parce que on a travaillé avec Rodrigo Arenas sur la base notamment du taux d'auto-approvisionnement. C'est aussi le taux que va retenir le ministère de l'Agriculture dans la loi d'orientation agricole qui est en préparation. Le taux d'auto-approvisionnement, c'est simplement de calculer par rapport à la production ce que nous consommons. Et en fait, on voit en Europe que sur les principales productions, que ça soit la plupart des viandes et surtout les grandes céréales, parce que qui est à la base de l'alimentation, nous sommes en fait autosuffisants, voire même très largement excédentaire sur un certain nombre de productions et ce qui permet à l'Europe d'être une force d'exportation agricole. Après, la réalité, c'est que quand on rentre État par État, et c'est une des raisons du malaise français, c'est qu'il y a certaines productions, effectivement, où au niveau national, nous perdons pied, nous perdons simplement de la souveraineté. C'est vrai sur la viande de volaille, c'est vrai aussi dans le secteur des fruits et légumes que moi je connais bien, parce que l'Alsace est une terre historiquement maraîchère. Bon, et les chiffres, c'est 50% grosso modo qui est importé. C'est sur ça. Les deux sur les fruits et légumes, c'est à peu près ça. 60% sur les 60% même. Sur les intrants, oui. 60, ouais. Bénédicte, comment vous réagissez par rapport à ça? Rassuré ou pas? Rassurer sur la capacité de notre agriculture à assurer la souveraineté alimentaire de la population, je le suis pleinement, à une condition, c'est qu'on mette nos producteurs en capacité de produire et en capacité d'être productifs et ne pas opposer durabilité et compétitivité. Et sur la question de la souveraineté, il y a un rapport du Haut Commissariat au Plan, je crois, de 2021, qui souligne que nos exportations sont plutôt stagnantes, tandis que nos importations ont cru de 21% en quelques années, notamment sur la partie fruits et légumes. On est exportateur en vins et spiritueux, on est exportateur en céréales, mais on est importateur sur des produits d'alimentation. Et en témoigne ce que disait Monsieur Charles, les AMI lancés par l'État dans le cadre de France 2030, des appels à manifestation d'intérêt sur la relocalisation de la production d'intrants et de fertilisants, parce que la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine et la crise du Covid a révélé d'énormes fragilités, avec une dépendance à 60% sur les intrants et fertilisants. Rodrigo? En fait, la question qui se pose à nous, c'est comment est-ce qu'on met la France dans un contexte international?
Stéphane Linou, qu'on a auditionné d'ailleurs dans le rapport, quand on parle de sécurité alimentaire, c'est pas la souveraineté. C'est deux concepts qui sont différents et je pense que c'est important qu'une télévision comme la vôtre explique notamment cela. On passe le ballon d'explication alors. Allez Stéphane, la différence. Alors le truc c'est que on mélange beaucoup les termes, souveraineté, résilience, sécurité, autonomie. Et puisqu'on est sur le mot souveraineté, la souveraineté, elle n'est pas que européenne, elle n'est pas que nationale, mais elle peut être également territorialisée. Et c'est d'ailleurs le grand impensé, le grand oubli lors de, depuis cette colère récente, puisqu'elle date de longtemps. La reterritorialisation de l'alimentation n'est absolument pas mise en avant. Les PAT, les projets alimentaires territoriaux, ne sont pas mis en avant comme une partie de la réponse, on ne fera pas tout avec ça, ne sont pas mis en avant pour répondre et pour être une partie de notre souveraineté alimentaire à trouver. Mais il y a aussi, quand on parle de souveraineté, c'est aussi une souveraineté individuelle. On a à refaire une souveraineté individuelle comme une souveraineté collective. Et une partie de la souveraineté individuelle, c'est là aussi un deuxième grand impensé qu'il y a dans ce salon, même depuis 2 mois, c'est la cuisine. Franchement, quels sont les meilleurs alliés de nos producteurs? Ce sont les gens qui cuisinent. Parce que la richesse, elle reste dans 2 endroits. Elle reste dans la ferme et elle reste dans la cuisine. Donc tant qu'on n'aura pas réappris ces gestes tout simplement qu'on a perdus depuis une 60aine d'années, on ne sera même pas souverain individuellement à l'intérieur de nos ménages. Donc il y a, à mon avis, énormément de travail à faire autour de ce mot souveraineté qui n'est pas le repli sur soi. Mais il fallait expliquer quand même la différence, parce que c'était sécurité alimentaire, souveraineté. La sécurité alimentaire, et quelque part, c'est on fait venir la nourriture d'où qu'elle vienne, comme on peut. Voilà, c'était ce que l'Empire romain et Rome avaient à une époque, lorsque les paysans étaient soldats et devaient tenir le territoire. Ils ne savaient plus se nourrir eux-mêmes, puisqu'il n'y avait plus de monde dans les champs. Donc la nourriture venait de Carthage, d'Égypte et tout ça. Et au bout, et lorsque les flux n'étaient plus assez sécurisés, c'est là qu'il y a eu des révoltes et tout ça. Donc en fait, une politique souveraine n'est pas la même chose qu'une politique sécurisée. Très bien. Simplement sur la question de l'alimentation territoriale, la région sud, c'est à peu près 5,5 millions d'habitants. C'est une région énormément fréquentée avec des flux touristiques. On a 36 millions, plus de 36 millions de nuitées par an en termes de visites touristiques. Donc on a un vrai enjeu aussi de souveraineté territoriale et de relocalisation de l'alimentation. Or, si on vous dit la part des fruits et légumes régionaux qui circulent dans la grande distribution, je pense que personne ne peut imaginer, et pourtant c'est la réalité, que c'est moins de 10%, voire moins de 5%. Donc nous, ce que nous avons fait là, et nous l'avons voté en mars, et nous allons le présenter, nous l'avons voté en décembre et le présenter au salon, nous avons lancé un label qui s'appelle 100% Valeurs Sud, qui est une manière de présenter les produits et les filières aux consommateurs, des filières et des produits que nous allons labelliser quand ils assurent une juste rémunération du producteur, avec une meilleure répartition de la marge. L'idée, c'est bien sûr les circuits de proximité, mais à la limite, les gens qui vont dans ces circuits-là sont déjà convaincus. L'idée, c'est d'aller dans le champ de la distribution et d'amener les distributeurs qui massifient la distribution à adhérer à ce projet de partage de la valeur. C'est fait ou c'est un projet? C'est déjà lancé, on a 101 produits labellisés. Vous êtes bien accueillis par la grande distribution? On a un très grand distributeur qui joue le jeu. Lequel? Vous voulez pas le dire? Auchan. Auchan, très bien, mais il faut le dire. Le Sud, c'est aussi des milliards d'êtres humains qui vivent au-delà de la Méditerranée, avec qui on a des relations. Quand on parle de sécurité alimentaire, de souveraineté, par exemple, quand la France, elle achète des poulets au Sénégal, on est aussi en train de détruire la culture vivrière. Donc, c'est-à-dire que la façon dont nous nourrissons en France et en Europe a un impact à l'échelle de la planète. Et c'est à cette échelle-là que ça joue aujourd'hui. Là, il y a une pomme, vous parliez tout à l'heure, Madame la Présidente, de cette pomme. Le modèle économique a pris du temps. Il a pris du temps pour qu'il soit économiquement viable. Et nos enfants doivent apprendre, notamment que les pommes, c'est un fruit de saison et qu'on ne mange pas toute l'année. Donc quand nous, on décide, ici en France ou en Europe, de manger la même alimentation
toute l'année sans comprendre l'impact environnemental et humain que ça a à l'autre bout de la planète, en fait, non seulement on n'est pas en train d'éduquer les générations qui viennent, mais on oublie de dire que pour qu'une production soit viable, il faut le soutien des pouvoirs publics. Et c'est là notre job. Comment est-ce qu'on fait pour que la PAC, par exemple, quand même tout le monde crache dessus aujourd'hui, mais ça a quand même permis, et Charles le dit tout le temps, moi j'ai beaucoup écouté ce qu'il disait là-dessus, que ça a permis notamment à la France, au sortir de la guerre, de nourrir des millions de personnes dans un continent qui était exsangue. Ça, c'était en 1945, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Maintenant, on est dans autre chose. Donc comment est-ce que ces moyens financiers et humains et techniques énormes, ce savoir-faire extraordinaire que nous avons à l'échelle européenne, on le met à la disposition des petites et des moyennes exploitations, parce que c'est ça le modèle agricole français. On n'est pas dans des modèles américains ou en mode États-Unis avec des milliers d'hectares. C'est pas ça la France. Et qu'on permet justement aux paysans de vivre de leur travail. Et ça passe notamment à travers un levier qui est la puissance publique, par les écoles, les EHPAD et les hôpitaux, qui servent des millions de repas par an et qui sont aujourd'hui un outil extraordinaire pour pouvoir changer de modèle. Charles ? Oui, je voulais aussi aborder un autre sujet qui est important dans le cadre de la reconquête de la souveraineté alimentaire. Le gouvernement a annoncé ce week-end qu'il y aurait un plan de relance de l'élevage, et qui est très important parce qu'on sent que sur l'élevage, effectivement, il y a une déprise depuis quelques années. Avec Rodrigo, le point d'alerte que l'on met, c'est que l'élevage, c'est un cycle complet, et qu'il y a notamment l'alimentation que l'on donne aux bêtes. Et que pour le coup, sur l'alimentation que l'on donne aux animaux, qui est à base de protéines végétales, et bien là, en fait, l'Europe est très loin d'être souveraine. C'est un peu moins le cas en France, mais c'est typiquement une politique, enfin une production agricole sur laquelle l'Europe a fait un choix de ne pas investir, et nous importons la très grande majorité des protéines qui vont à destination de l'alimentation animale. Et ça doit être corrigé. Voilà. Pour nous deux, ça fait partie des recommandations très fortes que nous donnons à la Commission européenne pour la prochaine commission. C'est de vraiment monter un plan protéines végétales au niveau européen pour que nous soyons totalement souverain. Oui, mais ça fait 20 ans qu'on en parle de ce plan. Oui, mais alors les choses vont un peu mieux. Les choses vont un peu mieux, notamment dans le cas français. On a amélioré nos taux d'auto-approvisionnement dans ce domaine-là. Mais nous tirons la sonnette d'alarme parce qu'on pourra faire ce qu'on veut sur la reconquête de la souveraineté au niveau de l'élevage au niveau européen, mais si on ne règle pas cette partie de la chaîne qui est en fait avant, c'est l'alimentation qu'on donne aux vaches, aux moutons, etc., qui est à base de protéines, et ben, très majoritairement elle est importée de très loin et parfois dans des conditions écologiques et sociales qui ne sont pas enviables. Votre rapport, il a été bien accueilli, il a été écouté, ou vous avez l'impression qu'il va être classé ? Vous savez qu'à l'Assemblée nationale, il y a un rapport avec deux personnes qui sont censées être opposées, notamment dans les médias, et qu'on arrive à 25 propositions sur les 23, on est d'accord, c'est plutôt bien accueilli. Mais l'enjeu, j'ai envie de vous dire, c'est d'abord qu'on ne peut pas, nous, continuer à faire payer le coût de la transition écologique et sociale aux pays avec lesquels nous avons des relations économiques. Ça, c'est plus possible. Les pays qui sont nos partenaires ne l'acceptent plus. Parce qu'eux aussi, ils se sont développés. Donc, ils n'acceptent plus un traitement inégalitaire. Et c'est bien normal. On ne l'accepte pas en France. Il n'y a aucune raison de l'accepter avec d'autres pays. Le deuxième point, c'est que le moins cher, ça n'existe pas. Quand c'est moins cher, c'est qu'il y a quelqu'un qui paye le prix. Et en l'occurrence, aujourd'hui, les manifestations d'agriculteurs qu'il y a eu, c'est précisément parce que c'est ceux qui produisent la nourriture qui payent le prix. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on travaille ensemble pour faire en sorte que la marge qui existe dans la valeur ajoutée ne soit pas pris par la transformation agro-industrielle qui en plus, enfin excusez-moi de le dire comme ça, mais moi je suis père de famille, quand on regarde les composants qui sont dans l'assiette de nos enfants, je préfère qu'ils mangent du bio qu'ils mangent du bon, pour être très, très schématique. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus. Donc c'est ça, qui aujourd'hui doit nous nourrir ? Est-ce que c'est le paysan ? Est-ce que c'est l'industriel ? Moi, je pense que c'est le paysan et je pense que c'est sur ça que nous sommes d'accord, à tel point que nous sommes d'accord pour développer la pisciculture sur le Rhin. C'est pour vous dire qu'on est d'accord. Mais Rodrigo, moi je vous entends, je vous crois, je suis d'accord avec vous, enfin, mais il n'y a rien qui se fait. Alors, les PAT, on n'en parle plus. Bon, moi, je suis dans l'opposition, vous pouvez pas me faire le reproche de ne pas être au gouvernement quand même. Hein. Non, mais il y a un enjeu national là. Pourquoi ? Alors, donnez-moi au moins l'explication. Pourquoi ça bloque ? Pourquoi les PAT, bon, on a l'impression qu'on n'en parle plus. C'est quoi le frein ? Pardon. Oui, sur les Bénédicte. Alors, sur les PAT, moi, je suis en charge d'en monter un dans le parc naturel régional du Mont-Ventoux. Je pense qu'il faut faire simple. Si on complexifie, si on administre, si on fait des PAT, des outils administratifs, on n'y arrivera pas. Il y a un très bel exemple qui est en train de se produire dans le nord des Bouches-du-Rhône avec une association qui s'appelle Axiom,
qui est une association de producteurs, d'expéditeurs, de chefs cuisiniers à Château-Renard, qui travaille dans le cadre du PAT qui est sur le nord des Bouches-du-Rhône et qui monte un projet alimentaire et d'éducation au goût avec les lycées et avec les écoles hôtelières de toute la région. Mais là encore, les lycées, ce sont les prescripteurs de demain. Mais attention, il y a un moment donné, il va falloir changer la règle de la commande publique. Parce que nous, on a fait une centrale d'achat avec des lots où on met du HVE parce que c'est une certification française, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas importer. On met des signes de qualité dans nos lots. Sauf que celui qui commande, ce n'est pas celui qui paye. C'est un personnel de l'éducation nationale qui commande et c'est la région qui paye. Et à un moment donné, il va falloir que ça cesse cette dichotomie. C'est pareil pour les collèges. Il n'y a que dans les écoles où finalement, c'est la commune qui est à la manœuvre. Il faut qu'on soit à la manœuvre de la commande publique si on veut relocaliser l'approvisionnement pour notre alimentation. Ça fait partie de vos recommandations de changer les mécanismes qui freinent justement de cela? Ça s'appelle la loi Egalim, il faut la respecter. Il faut des contrôleurs de la loi Egalim, qu'est-ce que je vous dise. Les écoles, elles ont plutôt joué le jeu. D'ailleurs, les départements avec les collèges, les régions avec les lycées, les communes avec les villes ont plutôt joué le jeu. Moi, j'étais ancien responsable associatif de parents d'élèves. On a écrit aux 30 000 maires de France. Il y en avait plein qui me disaient, moi, on n'est même pas au courant de ton truc. Je sais, bah, ça tombe bien, ça s'appelle la loi et on va t'aider. Donc, on fait ce travail-là. Mais après, le mettre en œuvre, la technicité dans les petites communes, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'il y a des gars comme Stéphane Linou qui les accompagnent. Aujourd'hui, il y a un savoir dans notre pays qui est là, mais quand vous dites de quoi on crève, en fait, on le sait de quoi on crève. On crève d'abord que les sols sont dopés. Donc il y a un appauvrissement des sols en France et en Europe qui est terrible, ce qui fait que si vous ne mettez pas du fertilisant à fond la caisse, vous n'êtes pas dans les rendements qui vous permettent dans les marchés internationaux. C'est ça la réalité. Ensuite, comme vous avez des paysans, des agriculteurs, des éleveurs, des maraîchers qui dépendent de ces intrants, qui coûtent excessivement cher, eh ben, vous êtes dans une situation où c'est la banque qui choisit à votre place. Donc en fait, on est en train d'ubériser le métier du paysan. Et en fait, on est déjà là-dedans. Donc la question aujourd'hui, c'est comment des députés comme Charles et moi qui sommes dans l'opposition, paraît-il, on mobilise les pouvoirs publics, on donne un peu d'élan au gouvernement aussi, parce qu'on leur dit quand même, votre truc là, c'est pas sûr, c'est pas sérieux. Travaillons sur les prix planchers, mais qu'ils ne soient pas des prix plafonds. Vous voyez, parce que c'est pas une règle d'ajustement. Donc tout ça, c'est comment est-ce qu'on met du pognon là-dedans pour permettre d'accompagner les paysans actuels, mais aussi ceux qui viennent, pour changer de modèle. Parce qu'on est dans cette transition inévitable, sauf si on veut manger comme dans les loups la cuisse. Alors sur TV Agri, on aime bien faire des propositions concrètes. Stéphane, une solution que tu proposes? Pas qu'une solution, mais justement pour rebondir sur justement l'aspect des sols que vous parliez. Mais il ne peut pas y avoir de souveraineté alimentaire sans terre. Ça, on enfonce une porte ouverte, mais faut quand même le rappeler. Et c'est pas pour rien si justement la SAFER PACA avec d'autres territoires me fait intervenir là au mois d'avril pour justement essayer de dire pour notre propre sécurité collective, le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire doit être considéré comme le risque incendie, le risque inondation ou autre. Donc en fait, c'est une brique que les territoires peuvent amener dans le mur commun. Et lorsqu'on regarde le contingency plan que vous connaissez, donc rapport de la Commission européenne de 2021, qui raconte, voilà, pendant le Covid, on a eu chaud. Mais ça a tenu, d'accord, mais attention, des cyberattaques et des pandémies, on va en connaître d'autres et pas des petites. Il faut donc que les États et les territoires se préparent et essayer de rééquilibrer circuits courts et circuits longs. Qu'il y ait des stress tests de l'effort sur toute la chaîne de valeur et par territoire, de préparer les populations. Tout ça, ça fait partie, entre autres, de la souveraineté. Donc les rapports, il y en avait énormément que l'on connaît déjà. C'est super qu'il y ait ce rapport précédent maintenant, mais tant qu'on ne considérera pas l'eau, les terres, c'est-à-dire le capital naturel, et les facteurs de production qui permettent de valoriser ce capital naturel comme quelque chose directement relié à la sécurité nationale, eh ben on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Une solution quand même. Une des solutions, ah oui, on a été capable, et le général de Gaulle avait créé la BITD dans les années 60, qui était la base industrielle et technologique de défense. C'était créer un écosystème d'entreprises pouvant concevoir et produire le matériel de la défense. Cet écosystème-là fonctionne pour une grande partie à travers la commande publique. Il y a notamment à travers la loi des finances qui a été votée au mois de novembre, la possibilité de financer ces entreprises à travers le livret A. Maintenant qu'on apprend que l'alimentation, c'est une question de sécurité nationale, pourquoi on ne créerait pas une BITD A, une BITD alimentaire,
qui fonctionnerait également sur le même principe. Rassurez-vous, Brejnev n'est pas de retour, qui permettrait, avec livret agroécologie, de financer ces entreprises qui nous nourrissent, producteurs, transformateurs, accès au foncier et aussi pour éviter la financiarisation du foncier. Ça veut dire Parce qu'on y court. Ça veut C'est dire un gros danger. Ça veut dire on mobilise de l'argent public au travers donc de ce livret A comme agroécologie, et à partir de ce moment-là, on le positionne sur des enjeux territoriaux. Oui, mais contrôlé, pour pas servir de marchepied au fonds de pension, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, Bonne ou mauvaise idée? Ce que décrit Stéphane Linou, c'est ce que j'expliquais de façon schématique sur la financiarisation aujourd'hui du monde agricole. C'est-à-dire qu'ils sont plus maîtres de beaucoup de leur destin. Donc après, il y a des leviers d'action, il y a des choses à faire. Aujourd'hui, quand on parle de nos aînés qui sont dans les EHPAD, ils ont le droit de manger correctement quand même. C'est une réalité. Quand on parle de nos malades, c'est une évidence, mais c'est une catastrophe. sauf que c'est pas le cas. Non, mais c'est une évidence, mais c'est une catastrophe. C'est-à-dire c'est catastrophique ce qu'on voit dans les hôpitaux, c'est pareil. on mange mal dans les hôpitaux. Vous avez la brigade des brigands quand vous payez pas vos impôts. Il faut une brigade de brigands pour ceux qui appliquent pas la loi, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens mangent correctement. Donc c'est des êtres humains, et ça se fait pas avec des algorithmes, ça se fait pas avec des machines. Et c'est ça l'enjeu, parce que prenez la Hollande par exemple, quand on parle de manger avec ce qui sort de la terre, c'est un enjeu de civilisation. Aujourd'hui, les Hollandais, moi j'ai visité une boîte là-bas, ce qu'ils produisent hors sol, dans du liquide avec des nutriments, c'est plus rentable sur les concombres, les tomates et salades que ce qui est pris dans la terre. La question, c'est est-ce qu'on a envie de ça? Est-ce qu'on a envie que la production, de jouer avec les génomes des graines des tomates soit adaptée au goût des consommateurs, ou est-ce qu'on veut renouer avec du goût tel qu'on l'imagine? Vous voyez, c'est ça les enjeux qu'on a en face de nous. Donc oui, dans les hôpitaux, où il y a des milliers de personnes tous les jours, dans les EHPAD où c'est des millions de personnes, et dans les écoles où c'est des millions d'élèves, c'est des milliards de repas qui peuvent servir de levier précisément pour faire en sorte que le monde paysan soit le provider, comme on dit dans le business, de ce que vous allez avoir dans votre assiette. Moi, je crois à ça, et je pense que les nouvelles générations sont très enclines à aller sur ce modèle-là. On arrive presque au terme de l'émission. Alors, en attendant que la loi soit peut-être proposée, votée, est-ce qu'au niveau de la région, on ne peut pas améliorer l'alimentation dans les EHPAD, l'alimentation dans les écoles? En tout cas, sur la question de l'alimentation, on a mis en place effectivement une centrale d'achat avec des lots pour favoriser l'approvisionnement local. Et sur la question du foncier, je voulais y revenir. Le foncier en région sud est devenu un enjeu spéculatif pour des fonds d'investissement, des grands groupes. Et on voit que notre patrimoine viticole, qui est notre première force exportatrice en région sud, c'est le vin, est en train, les plus grosses valeurs ajoutées, est en train d'échapper à cette agriculture familiale qui est le modèle de la petite et moyenne exploitation, qui est le modèle français, au profit de financiers. Donc on a mis en place, et on était, je pense, à la réunion en avril, c'était à Aix-en-Provence avec la SAFER, c'était peut-être pas la même, on a mis en place un outil qui s'appelle Sud Foncier, qui est un fonds revolving alimenté par la région pour permettre, dédié spécifiquement à l'installation des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, un jeune ne peut plus, sachant que le foncier n'est pas considéré comme un outil de travail dans la transmission, mais comme un élément de patrimoine. Donc un viticulteur qui veut reprendre l'exploitation de ses parents aujourd'hui et acquérir du foncier, c'est devenu mission impossible. D'où ce fonds Sud Foncier que nous allons signer, allons voir tout à l'heure. Bénédicte, Rodrigo, Charles et Stéphane, merci beaucoup d'être venus ici pour débattre de cette question essentielle. Et merci à vous.